des employés et projet en prévention et promotion de la santé. Et aujourd'hui, je suis bien heureuse, dans le fond, de vous présenter en compagnie de Francine Forgette-Marin, que vous connaissez bien, directrice Affaires Santé et Recherche à la Fondation, ainsi que Annie Rochette, qui est professeure titulaire au programme d'herbothérapie de l'Université de Montréal, qui vont nous présenter un peu le résumé du bulletin de l'AVC qui est sorti la semaine dernière. Donc, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Le webinaire a eu lieu hier en anglais et a maintenant lieu aujourd'hui en français. Ça va vraiment nous permettre d'enrichir nos connaissances au niveau de l'AVC. On va voir c'est à travers les catégories d'âge, puis de bien nous outiller pour pouvoir carrément l'appliquer dans notre pratique, dans la vie de tous les jours. Donc, je voulais juste vous donner une petite technicalité, simplement vous assurer que vous êtes bel et bien inscrit, tout le monde, en ligne et dans la salle, sur la plateforme GoToWebinar, parce que ça nous permet de savoir on a eu combien de participants, et ça va me permettre de vous transmettre aussi un petit sondage que je vous invite à compléter. C'est très utile pour, finalement, pour nous, pour les webinaires futurs et pour partager avec nos collègues du national. On va pouvoir vraiment mettre tous les résultats ensemble et c'est bien important qu'on ait, dans le fond, là, les résultats du webinaire en français. On est en train aussi de valider, fort possiblement qu'on va être en mesure de partager un lien YouTube avec l'enregistrement du webinaire aujourd'hui. Donc, dans le courriel de suivi que je vais vous faire parvenir à tous les participants inscrits sur la plateforme GoToWebinar, vous allez avoir l'évaluation et l'enregistrement pour réécouter ou valider certaines questions par rapport au webinaire. Donc, pour la période de questions à la fin, donc une fois que Francine et Mme Rochette auront partagé leur présentation, il y aura pour les participants en ligne la possibilité de poser des questions via la section clavardage. Donc, si on va juste à la prochaine diapositive, vous allez voir dans le bas, simplement écrire vos questions et à la fin, je pourrai les lire et les diriger à Francine ou à Mme Rochette. Et pour les employés dans la salle, on va pouvoir faire une gestion là, des questions. Vous poserez vos questions et je les répéterai et les assignerai là, à une ou l'autre des présentatrices. Donc voilà, alors je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à Francine. Alors, merci Emmanuel. Bonjour à tous et merci pour votre présence au webinaire aujourd'hui. Comme l'a mentionné Emmanuel, le bulletin est sorti la semaine dernière. On va faire ressortir les messages clés de ce bulletin-là. Et je remercie également les employés de la Fondation d'avoir diffusé le bulletin la semaine dernière. Alors, le bulletin de l'AVC 2017 nous disait qu'on a des moments de réussite, mais on a aussi des défis pour les survivants de l'AVC. Chaque AVC a ses caractéristiques qui lui sont propres, que ce soit l'âge, que ce soit la sévérité de l'AVC, que ce soit la partie du cerveau qui est affectée. Ça a une influence aussi sur le processus de réadaptation. Le survivant a besoin de différentes sortes d'aide, que ce soit de la part du système de santé, que ce soit de la part de la famille et dans la collectivité quand il est de retour à la maison. Le milieu dans lequel on vit a une incidence sur les facteurs de risque de l'AVC, mais aussi sur l'accès aux soins et aussi le rétablissement en général. Vous allez voir qu'il n'y a pas seulement les personnes âgées qui ont des AVC, mais on en retrouve de plus en plus chez les plus jeunes. Alors, chez les patients qui sont admis à l'hôpital, vous voyez qu'il y a une augmentation des admissions à l'hôpital, mais si on va voir dans la diapo suivante, la mortalité, par contre, diminue. Alors, pourquoi la mortalité diminue? C'est tout simplement parce que les gens sont plus sensibilisés aux signes de l'AVC. Ils répondent plus rapidement à ces signes-là d'appeler l'hôpital et aussi il y a une gestion plus rapide de prendre en charge les patients qui subissent un AVC, soit aux soins hyper-aigus ou aux soins aigus. Et il y a 80% des personnes qui survivent à un AVC. Par contre, il y a des défis. Il y a plus de 400 000 personnes qui vivent avec les séquelles d'un AVC et la majorité des victimes d'un AVC ont besoin, il y a plusieurs besoins qui ne sont pas satisfaits, surtout pour ceux qui retournent à la maison et dans la communauté. Alors, dans les 20 prochaines années, on s'attend à ce que ceux qui vont souffrir d'un AVC, le nombre soit doublé.
Alors, pourquoi? La génération des baby boomers qui ont aujourd'hui entre 53 et 71 ans, ça fait que ça va faire plus de personnes qui ont des risques d'avoir des AVC. Et aussi, est-ce qu'on est prêt dans le système de la santé, dans la collectivité, de faire face à cette augmentation d'AVC-là? Les services communautaires, est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce qu'ils sont abordables? Est-ce qu'ils sont adaptés à l'âge? Est-ce qu'ils sont adaptés au sexe, à la culture? Alors, on doit se poser ces questions-là. Est-ce qu'en milieu rural, est-ce qu'on est aussi bien servi qu'en milieu urbain? C'est des questions qu'il faut se poser. Alors, la réalité, c'est que la moitié des survivants ont besoin d'aide après leur AVC, que ce soit pour s'habiller, que ce soit pour prendre le bain, que ce soit pour s'alimenter, aller à la toilette, se déplacer. Et aussi, dans les régions, il y a moins de services qui sont accessibles pour les patients avec un AVC. Il y a 60% des survivants qui restent avec une certaine incapacité. Il y en a 40% des survivants qui ont besoin d'une réadaptation après leur AVC. Il y en a seulement 16% qui accèdent à la réadaptation. Et selon les recommandations canadiennes, ce chiffre-là devrait être 30% au lieu de 16%. On a des recherches en cours présentement. La télémédecine, c'est la médecine à distance. Alors, les médecins en centre rural peuvent accéder aux services de télémédecine avec des médecins en centre urbain. Il y a des recherches actuellement qui se font sur la téléréadaptation. Alors, le patient, à l'aide de la télévision ou de son ordinateur, peut voir l'ergothérapeute, le physiothérapeute qui fait les exercices et il peut les faire à distance. Alors, on a besoin de plus de recherche à ce niveau-là. Vous voyez sur le graphique suivant, il y a 58% des patients qui ont un AVC qui retournent à la maison. Il y en a 68% qui retournent après la réadaptation. Et il y en a 16% qui sont directement admis en réadaptation. Si vous regardez au niveau du graphique, la partie vert pâle, ça, c'est ceux qui retournent à la maison après un AVC. Vous voyez que, bon, le nombre n'est pas optimal. Même ceux qui retournent après la réadaptation, c'est la partie rouge du diagramme. Il y a une augmentation, mais ce n'est pas encore suffisant. Et en orange pâle, bon, ça, c'est ceux qui retournent dans un soin de longue durée. On voit que c'est relativement stable avec les années. Et je dois vous dire, ça part de 2003 à 2014. Alors, ce que ça met en lumière, c'est le besoin d'avoir des soins adéquats dans la communauté pour les survivants de l'AVC et le rôle important des aidants naturels, ce que le professeur Rochette va vous parler par la suite. Les répercussions difficiles de l'AVC, le sénateur Murray Sinclair disait qu'il était très chanceux de vivre en milieu urbain quand il a eu son AVC, parce qu'en milieu autochtone, il y a un manque important de ressources communautaires pour les gens qui ont eu des AVC. Et professeur Rochette, qu'on va parler tout à l'heure, elle dit qu'en examinant les patients qui ont survécu à un AVC, il y a plusieurs des activités, ils ne peuvent pas faire plusieurs choses en même temps, et puis ils ont besoin d'aide, ils sont fatigués, ils sont épuisés plus facilement. La dépression et la fatigue après l'AVC, il n'y a pas vraiment de cause, il n'y a pas de définition constante qui explique la fatigue après un AVC, mais les gens sont fatigués pendant les mois, les années qui suivent l'AVC. Et ce n'est pas une question qui est posée de façon normale par les médecins. Donc, on devrait poser les questions sur, bon, est-ce que le patient est fatigué? Souvent, il y a de la dépression après l'AVC. Alors, il y a des questions, les professionnels de la santé devraient vérifier auprès des survivants d'AVC s'ils sont fatigués ou s'ils souffrent de dépression. Alors, ce n'est pas constant partout, là, ces questions-là. Au niveau des problèmes de communication, il y a 1/3 des patients qui souffrent d'aphasie. Alors, l'aphasie, il y a plusieurs sortes de problèmes de communication. Alors, la dysarthrie, ça, c'est un trouble d'élocution. Les gens ont de la difficulté à produire les sons pour parler. L'aphasie, il y a une difficulté à comprendre et puis aussi comment utiliser le langage. Et aussi les déficiences cognitives qui ont de la difficulté à organiser leurs idées pour parler. Il y a une référence au Québec, c'est l'Association québécoise des personnes aphasiques. Alors, le site Internet est aphasie.ca qui aide les personnes qui souffrent d'aphasie et leur donne des moyens de communiquer. Les admissions à l'hôpital en raison d'un AVC, je veux porter votre attention à ce graphique-là. Vous voyez, en mauve, en bas, c'est les 20 à 59 ans. On va en parler un petit peu plus tard, mais vous voyez que ça augmente légèrement.
Ensuite, 60, 69 ans, 70, 79 ans. Vous savez qu'un des facteurs les plus importants pour l'AVC, c'est l'âge, mais on voit également que ça augmente chez les tranches d'âge plus jeunes. On va voir les différentes catégories d'âge à l'instant. Alors, l'AVC chez les bébés et les enfants. Alors, plus de 10 000 enfants sont victimes d'un AVC. Il y a un AVC hémorragique néonatal, veut dire à la naissance, par tranche de 6 300 naissances. Alors, chaque semaine, devez-vous dire qu'un bébé qui naît, qui a un AVC, et chez les prématurés, c'est 1 sur 1500. Et quand on dit que chaque semaine, un bébé rendu à terme naît avec un AVC, c'est le double de ce qu'on pensait qui existait. Donc, il y en a plus que ce qu'on pensait. Puis, les bébés qui naissent avec un AVC, ils ont des problèmes le restant de leur vie. Et puis, au moins 60% ont des problèmes. Alors, quelle sorte de problème? C'est qu'on ne parle pas de réadaptation chez un bébé, on parle d'adaptation parce que c'est un bébé, il y a à apprendre. Alors, il n'y a pas à réapprendre, mais il y a à apprendre. Alors, les difficultés qu'il y a à surmonter, c'est que souvent, on ne le remarque pas à la naissance et c'est quand l'enfant a des troubles un peu plus tard que là, on fait le lien avec l'AVC. Et il y a des problèmes cognitifs, des problèmes comportementaux, il y a des troubles déficit de l'attention, la difficulté à prendre des décisions et l'isolement. Et le niveau de connaissance au niveau des professionnels de la santé est encore faible à ce niveau-là. Il y a des recherches, il y a des lacunes dans le traitement des soins. Alors, c'est relativement nouveau et il y a besoin de plus de connaissances à ce niveau-là. Maintenant, l'AVC chez le jeune adulte. L'AVC chez le jeune adulte, on parle des 20 à 59 ans. Le rythme d'AVC est un rythme supérieur à ceux que des gens en haut de 60-65 ans. Alors, pourquoi? À ce moment-là, il y a différents facteurs de risque qui peuvent être apportés, l'hypertension, le régime alimentaire, le diabète, il y en a de plus en plus chez les 20 à 59 ans. En 2014-2015, il y avait 19% des patients qui étaient admis à l'hôpital qui avaient entre 20 et 59 ans. Mais il y a un tiers de ces cas d'AVC-là qu'il n'y a pas vraiment de cause connue. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que le patient se dit, ben là, pourquoi moi? Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Comment prévenir un autre AVC? Alors, le défi chez les jeunes adultes, c'est que, premièrement, souvent, ils ont des familles, ils ont des enfants. Alors, ils conduisent une automobile, ils vont au travail. Alors, ils se posent la question, comment je vais faire pour retourner travailler? Comment je vais faire pour conduire mon véhicule? Il y a des situations financières aussi qui est à prévoir. C'est un défi à relever aussi. Il y en a qui vont à l'école à cet âge-là. Comment je vais faire pour retourner à l'école? Alors, c'est des défis importants à cette génération-là. Et aussi, on l'appelle la génération sandwich. Parce que oui, ils ont des enfants, mais ils ont aussi leurs parents qui quelquefois ont des problèmes de santé. Alors, ils sont un peu comme entre les deux, de s'occuper des parents, de s'occuper des enfants. Et quand on a un AVC, ça apporte encore des défis qui sont plus importants. Puis le financement des services de soutien à ces âges-là, il y en a pour ceux qui ont en bas de 18 ans, il y en a pour ceux qui ont en haut de 65 ans, mais cette génération-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de soutien dans la communauté. Alors, c'est quelque chose qu'il faut regarder et qu'il faut augmenter. Maintenant, l'AVC chez les adultes âgés, bon, Mme Galland que vous voyez sur la photo, elle dit, si ce n'était pas de ma petite fille qui avait vu les signes de l'AVC à la télévision, elle ne serait pas en vie aujourd'hui. Alors, ça prouve que quand on connaît les signes de l'AVC, ce n'est pas juste pour nous, mais c'est pour ceux aussi qui sont autour de nous. L'AVC chez la personne âgée, c'est d'autres défis. C'est sûr que 80% des cas d'AVC sont chez les personnes en haut de 60 ans, l'âge étant un facteur de risque important. Mais c'est que le patient âgé est souvent pris avec d'autres problèmes de santé. Alors, ça rend ce qui complique davantage son rétablissement. Il y a le diabète, l'hypertension et d'autres problèmes de santé. Et très souvent, la personne âgée est avec une autre personne âgée qui, elle aussi, peut avoir des problèmes et puis c'est comme l'aidant naturel qui peut avoir des difficultés à s'occuper de la personne. Et puis aussi, les soins pour les personnes âgées, c'est fragmenté dans le système de la santé. Les professionnels de la santé ne communiquent pas toujours entre eux. L'équipe multidisciplinaire n'est pas toujours bien formée pour discuter. L'équipe multidisciplinaire veut dire que le médecin va parler à l'infirmière, va parler à l'ergothérapeute, physiothérapeute, pour s'entendre justement sur comment faire un rétablissement qui corresponde aux besoins de la personne qui a eu un AVC. Alors, les services ne sont pas toujours offerts.
Les autres répercussions, bien, il y a des problèmes d'isolement, des problèmes de dépression. Ce qu'ils ont noté, par contre, c'est que les couples qui sont ensemble depuis très longtemps, c'est plus facile de s'occuper du conjoint qui a un AVC, peut-être à cause aussi qu'ils ont développé une relation depuis plusieurs années. Alors, c'est des observations qui ont été faites. Mais dans une récente étude de littérature, on trouve que les personnes âgées sont exclues des programmes de recherche. Alors, c'est peut-être une autre chose aussi qu'il faut penser. Alors, ma section se termine ici. Je vais présenter professeur Annie Rochette et à la fin, si vous avez des questions, alors à ce moment-là, ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, docteur Rochette, merci beaucoup de vous joindre à nous. Alors, docteur Rochette, c'est un professeur titulaire au programme d'ergothérapie de l'École de réadaptation de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation de Montréal. Elle est détentrice d'une bourse de carrière chercheur senior du Fonds de recherche Santé Québec et responsable du site web reconnu internationalement en réadaptation de l'AVC qui s'appelle InfoAVC ou Stroke Engine. Elle est également co-auteure d'un livre récemment publié aux presses de l'Université Laval intitulé « Phénoménologie de l'accident vasculaire cérébral. Pourquoi un AVC ce jour-là et dans quelles circonstances? » Alors, Dr Rochette a été financé par la Fondation. Alors, ça me fait plaisir, Dr Rochette, de vous laisser la parole. Merci. Merci beaucoup, Francine. Merci beaucoup aussi à la Fondation de m'avoir invité à parler d'un sujet sur lequel je travaille en recherche et qui me tient à cœur. Aujourd'hui, on m'a demandé de présenter en français un peu l'équivalent de ce qui a été présenté hier en anglais. Alors, je vais présenter surtout les travaux d'une collègue à Toronto, Jill Cameron, qui a développé un modèle de soutien, finalement un modèle pour les proches, pour les aidants naturels. Et c'est surtout de ça dont on va parler. Il se pourrait que je fasse référence aussi à certains de mes travaux en parallèle. Alors, on peut peut-être commencer avec les premières diapositives. Le bulletin, cette année, a donné une place importante au rôle que joue la famille dans le processus de rétablissement et tout au long du continuum de soins, ce qui est une très bonne chose. On comprend de mieux en mieux les besoins des personnes, des patients, mais de mieux en mieux aussi les besoins de l'entourage, les effets de l'AVC sur l'entourage et donc leurs besoins. On a tendance à penser ou à utiliser les proches comme une source d'information. C'est eux qui sont souvent le plus au courant au fait de ce que la personne pouvait faire avant, de comment elle fonctionnait dans son quotidien. On reconnaît de plus en plus aussi qu'ils ont un double rôle, puis qu'ils ont des besoins propres à eux aussi pour mieux composer avec cette nouvelle situation-là. Alors, le bulletin cette année met ces aspects-là en relief, ce qui est une très bonne chose à mon avis. On peut continuer. Alors, le point de départ de cette idée-là, c'est que ça va au-delà des soins médicaux. Donc, on va souvent parler beaucoup de la période aiguë, subaiguë et même au niveau de l'urgence, de qu'est-ce qui se passe. Mais ça va au-delà de ça. On peut vivre très longtemps avec les conséquences de l'AVC et la famille aussi a à gérer ces différents changements-là qui surviennent. Et donc, les besoins, ce qu'on pense, c'est que les besoins évoluent au fil du temps aussi. Ce qu'on a besoin de savoir, de mieux comprendre au moment où l'AVC survient, ce n'est pas nécessairement le même genre d'information qu'on va vouloir avoir un peu plus tard pendant la réadaptation ou au moment du retour à domicile. Alors, on peut continuer. Ma collègue Jill, hier, faisait une espèce d'état des lieux, de s'entendre sur qu'est-ce qu'on veut dire par aidant naturel. C'est un mot qui est utilisé beaucoup, puis on peut le comprendre de différentes façons. Alors ici, vous avez la définition de ce qu'on entend par un aidant naturel. Personnellement, j'ai toujours fait un effort, puis mis de l'avant le plus possible dans les milieux de santé, de moins utiliser cette terminologie-là parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on documente les effets de l'AVC chez les proches, chez l'entourage de la personne qui a subi l'AVC, il y a des effets même lorsque l'AVC est qualifié de léger.
Alors, on a juste à penser à si on vit avec quelqu'un qui a un problème de santé qui est momentané, comment ça vient débalancer la routine, le partage des tâches à la maison. Et là, on peut mieux comprendre ou saisir à quel point ça peut être, il peut y avoir des effets, même si on n'est pas au nécessaire d'offrir de l'aide, une assistance en tant que telle. Ça peut avoir un effet sur le quotidien. Alors ça, c'est pour, on parle dans la présentation, on va utiliser le mot aidant naturel, mais je pense qu'il faut l'entendre dans une perspective un peu plus large que offrir de l'aide, mais plus d'une personne qui est dans l'entourage de la personne qui a subi l'AVC. Ici, ce que vous avez, c'est des statistiques qui sont pas spécifiques à l'AVC, qui proviennent d'un sondage canadien. Et ça montre à quel point c'est important le soutien qui est offert par la famille dans notre système de santé. Puis on a des chiffres en termes de coûts, comment on peut estimer la proportion des coûts qui seraient attribuables aux proches. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que ces coûts-là sont nécessairement sous-estimés parce que ça date déjà de presque une dizaine d'années, l'étude de Hollander et collaborateurs et autres. Donc, un des enjeux actuellement, c'est que, et ça a émergé de certains des travaux que j'ai faits auprès des proches, c'est que les personnes qui sont dans l'entourage, ils ne se sentent pas légitimes de recevoir, eux, des services pour eux, pour leur quotidien. Et là, on a peut-être un travail à faire aussi à rendre légitime qu'ils aient des besoins et qu'ils ne soient pas là uniquement comme des aidants, entre guillemets, pour offrir de l'aide ou offrir de l'information ou offrir du soutien. La bonne nouvelle, c'est que dans les dernières pratiques exemplaires au Canada, les meilleures pratiques qu'on connaît, ça a toujours fait partie et c'est de mieux en mieux mis en relief l'importance de l'éducation, à la fois d'éduquer les patients mais aussi les proches, et l'importance aussi que les besoins évoluent dans le temps et qui ne sont pas les mêmes selon les phases de récupération et de rétablissement suivant l'AVC. Alors ça, c'est deux aspects qui sont importants à considérer, à prendre en compte. C'est le moment où on offre de l'information, du soutien ou de l'éducation. On ne va pas offrir le même type d'information, d'éducation ou de soutien, le même type et aussi le fait que les proches, on doit les légitimer comme des clients, en guillemets, donc à la fois qui sont des aidants, mais à la fois qui sont eux-mêmes, ils ont eux-mêmes des besoins pour mieux composer avec cette situation-là. On peut continuer. Donc, des exemples de besoins que les proches peuvent avoir, si on pense à tôt suivant l'AVC, on va premièrement juste vouloir savoir qu'est-ce qu'un AVC, pourquoi s'y arriver, donc la gestion des facteurs de risque, comment on peut prévenir qu'il y ait une récidive, c'est quoi les différents, le processus de rétablissement, les différentes alternatives qui s'en viennent. Ensuite, quand on parle de formation, en anglais, on utilise le mot training. C'est vraiment d'apprendre, d'être mieux outillé, d'augmenter notre niveau de compétence comme individu pour mieux offrir de l'assistance. Il y a différentes façons pour offrir de l'assistance et comment on peut le faire d'une façon qui est optimale pour permettre à notre proche qui subit l'AVC de poursuivre sa récupération. Donc, on ne veut pas que la personne fasse tout pour l'autre, mais on ne veut pas non plus mettre la personne à risque. Donc, offrir, c'est toujours la sécurité qui est importante, donc offrir un niveau d'assistance qui est optimal et pour ça, ça prend un certain niveau de formation. Et bien sûr, on vit beaucoup d'émotions, de tout type d'émotions et c'est assez impressionnant à quel point les gens, quand on leur parle, ils vont... Puis on leur demande même le comment ça va aux proches ou à l'entourage, à quel point c'est pas le genre de questions qui se font poser de façon continue ou optimale, même que souvent quand on demande à un proche comment ça va, il va avoir tendance à nous répondre « je vais bien » ou « je vais mieux parce que mon proche va mieux ou a fait ça », ou on répond au nom du proche. Alors c'est encore l'aspect de la légitimité à être un client ou à avoir des besoins aussi, même si on n'a pas eu le problème de santé en tant que tel.
Donc, ça, c'est un modèle de soutien social de Cohen et collaborateurs. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que le soutien social peut se définir en différents types de soutien. Donc, on va parler d'un soutien qui est plus à information, donc d'offrir de l'information, de comprendre qu'est-ce qui se passe. On parlait d'un soutien émotif aussi tantôt. Donc, pouvoir verbaliser nos émotions, pouvoir les exprimer. Il y a le soutien dans le bas de la diapo qui est le soutien tangible. Parfois, c'est juste de comment compléter un formulaire pour un soutien financier ou aller chercher. Ou des fois, c'est juste dans l'unité de soins où sont les débarbouillettes, par exemple. Donc, des informations très pratiques du quotidien. Et à droite, le type de soutien qui est évaluation, ça fait référence en anglais, on l'appelle le appraisal. C'est vraiment plus d'une façon d'obtenir une espèce de rétroaction ou un feedback sur de comment je vais ou comment comme proche, comment je chemine à travers cette situation-là qui requiert une forme de soutien social. Alors, ces types de soutien-là, c'est ce qui a servi de base au programme qu'on présente là, dans la suite de la présentation, qui est le Timing It Right, qui est l'espèce de base conceptuelle ou de théorie qui a été élaborée par Jill Cameron à Toronto et son équipe. Alors ici, ce qu'on illustre, c'est que le cheminement après l'AVC va être différent, pourrait être différent d'une personne à l'autre, mais typiquement, on peut passer à travers différentes étapes, différents établissements. Donc, l'AVC peut se passer à domicile ou au travail, et là, on va typiquement se retrouver dans un hôpital de soins aigus. Il y a une grande proportion des personnes qui subissent un AVC encore qui ne passent que par l'urgence et retournent directement à domicile. Et ça, en fait, c'est une des clientèles qui tombe un peu dans les cracks actuellement de notre système parce qu'ils passent trop vite par l'hôpital et le dépistage par la suite des problématiques et des troubles invisibles dont on parlait comme la fatigue, la dépression, n'est pas fait de façon systématique. Alors, pour certains d'entre eux, ça peut occasionner des soucis pour le retour au travail ou la reprise des activités avec la famille, prendre soin des enfants et tout ça. Le cheminement type est le domicile à l'urgence qui a une admission en soins aigus. Si on est assez rapide et chanceux selon le type de l'AVC, il y aura des interventions médicales qui vont pouvoir permettre de minimiser les conséquences de l'AVC. Et si on fait partie de la proportion chanceuse qui peut aller en réadaptation, là, on peut passer par un centre de réadaptation à l'interne ou à l'externe pour éventuellement retourner à domicile, ce que la majorité des gens, heureusement, qui retournent à domicile. Fait que ça, c'est le cheminement typique après l'AVC. Ce qui est important de voir, c'est que les besoins, comme on disait tantôt, vont être différents selon où on se situe dans la transition, donc dans la trajectoire de soins et services. Donc, on peut avoir des besoins par rapport à l'AVC en tant que tel, comme on disait tantôt, qu'est-ce que c'est quoi les causes, comment on peut prévenir une récidive. Au niveau des soins aigus, là, on veut avoir un état médical qui est le plus stable possible. C'est souvent une période où les proches sont très anxieux, ils ne se dorment pas, ils prennent leurs vacances annuelles, cessent le travail. Et là, si on est chanceux, on va en réadaptation. Il y a une espèce de routine qui s'installe et la communauté. Donc, toutes ces étapes-là font en sorte que c'est des périodes qui sont différentes, qui se passent dans des contextes qui sont différents, où on est en contact avec différents professionnels de la santé. Et donc, l'environnement en tant que tel, le contexte dans lequel on se trouve, fait en sorte que les besoins en termes d'information, d'éducation et de soutien vont être différents. On peut continuer. Alors, c'est un peu ce sur quoi s'appuie le cadre développé par Jill Cameron et collaborateurs à Toronto, comme je le disais, qui s'appelle le Timing It Right. Donc, c'est la bonne information au bon moment. Alors, c'est une approche en 5 étapes pour justement soutenir les familles suite à un AVC. On dit dans la transition, donc de l'hôpital jusqu'au retour à la maison, en prenant en considération que tout le monde ne suit pas la même route. Donc, l'important ici, c'est de souligner le moment où on est pour offrir l'information qui est la plus pertinente à ce moment-là.
Donc, l'idée de base, c'est que si on arrive à combler les besoins à chacune des étapes, on va être mieux préparé et ça va réduire les résultats négatifs éventuellement. Alors, les étapes du cadre de Timing It Right, on parle de l'apparition de la maladie, le diagnostic, on est plus au niveau des soins aigus, la stabilisation au niveau médical. Ensuite, tout ce qui est plus préparation, c'est au niveau des soins aigus et de la réadaptation. C'est à ce moment-là que ça se passe davantage. La mise en œuvre, l'adaptation, c'est au moment du retour à la maison. Et mise en œuvre, en anglais, c'est le implementation phase. Puis, il l'appelle aussi, en anglais, on le dit le figure it out phase. Donc, l'espèce de phase où là, j'avais une certaine stabilité probablement quand j'étais en réadaptation. Avec le retour à domicile, on est un peu confronté à un environnement auquel on était peut-être préparé ou pas assez. Et c'est là où on doit trouver des solutions ou s'organiser pour pouvoir fonctionner au jour le jour et à plus long terme. Alors, le mot-clé ici, c'est que les besoins vont changer en fonction du stade où on est. La bonne nouvelle, c'est que dans les dernières recommandations canadiennes, c'est de plus en plus clair à quel point il faut tenir compte du moment suite à l'AVC et à quel point aussi la famille fait partie de l'équipe, mais aussi en termes de clients. C'est de plus en plus explicite que les recommandations ciblent la famille comme un client aussi et non pas juste comme une personne un aidant finalement. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser d'un bout à l'autre? Alors, c'est un peu la suite de la présentation. On essaie de donner des outils pour mieux offrir le soutien, pour mieux utiliser le cadre qui tient compte des différentes phases de la prise en charge dans le continuum de soins et services. Alors, on peut continuer. Ici, on va vous présenter brièvement, là, je vais vous présenter brièvement comment ça a été fait. Il faudra retourner aux références pour avoir plus de détails. Mais il y a eu une intervention qui a été développée basée sur le cadre Timing It Right. Donc, les grandes lignes du cadre, c'est qu'il y a un chapitre pour chacune des phases et ça tient compte des différents types de besoins. Donc, les besoins dont on parlait tantôt selon la théorie de Cohen, du soutien social, donc des besoins d'information, émotion, le soutien tangible et la formation qui était plus l'évaluation en tant que telle, l'espèce de appraisal. Alors, ce que Dr. Cameron et collègues ont fait, c'est qu'ils ont fait une étude qualitative où ils ont fait des entrevues avec des proches et des professionnels de la santé. Pour voir quels étaient les besoins des personnes, ils ont utilisé des ressources qui étaient déjà existantes, ils ont créé des documents, ça a été revu par un comité d'examen, puis révisé aussi pour le contexte local. Alors, à chaque fois qu'ils reçoivent un feedback ou une rétroaction, c'est adapté pour le contexte local. On peut continuer. Ici, ce que vous avez, c'est juste une capture d'écran des différents chapitres du guide. Je voudrais juste apporter un bémol, c'est que je ne suis pas certaine que ce soit disponible en français. Il faudra vérifier. En fait, j'ai fait appel à Dr. Cameron hier, mais elle ne m'a pas retourné encore la réponse. Mais je n'ai pas l'impression que c'est déjà disponible en français. Mais probablement que si on fait la demande, ça pourrait devenir une priorité dans l'avenir. Alors, les chapitres suivent pas mal les différentes phases du guide. On se demande comment est-ce qu'on peut mieux offrir le soutien aux proches. Quand dans les résultats des entrevues, les gens disaient qu'ils voulaient que ce soit une personne qui offre le soutien. Je pense que de mes travaux aussi, c'est quelque chose qui est ressorti, c'est que c'est un défi pour les personnes qui ont subi l'AVC, mais aussi pour les proches, de trouver ou de savoir quoi demander à qui
Le travail en équipe multidisciplinaire est pertinent, intéressant et favorable pour tout le monde, mais d'avoir plusieurs personnes comme ça impliquées pour le patient et pour la famille, c'est difficile de se retrouver pour savoir qu'est-ce que je demande à qui en termes de type d'information. Alors eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils préféreraient s'il y avait une personne qui était identifiée pour offrir le soutien. Et c'est un peu ce qui ressort le bas de la diapo, c'est que finalement, ce qui a été développé ou ce qui a été pensé par Dr. Cameron, c'est qu'on identifie une personne ressource en AVC, qui est la personne principale, qui est présente pendant les soins aigus, qui offre un soutien téléphonique par la suite. Et c'est cette personne-là qui agit un peu comme une liaison, finalement. C'est pas elle qui offre toute l'information, tout le soutien, mais c'est cette personne-là qui va diriger les proches vers la meilleure ressource pour répondre à leurs questions ou à leurs besoins. Il y a d'autres types d'approches qui ont été essayées et testées. Le soutien téléphonique, il y a beaucoup d'études qui ont été faites à ce niveau-là et c'est très pertinent et ça fonctionne plutôt bien. On peut juste penser aussi que les proches, ils sont souvent captifs et surtout moins, ils ne veulent pas laisser la personne qui a subi un AVC seule à la maison. Ils vont moins sortir ou ils sont fatigués eux aussi de par la surcharge et le changement dans leur situation de vie, qui fait que le téléphone est une bonne option. Puis on parlait de téléréadaptation au début, ça va un peu dans le même sens. Des infirmières qui sont formées, c'est quelque chose qui a été testé aussi et qui fonctionne bien, de même que un peu la personne liaison. Donc, la personne ressource en AVC, qui est l'intervention qui a été développée par Dr. Cameron, c'est un professionnel de la santé qui peut être un ergothérapeute, un infirmier, infirmière, travailleur social ou un autre professionnel de la santé. C'est une personne qu'on veut avoir les habiletés de gestion en soins, qui connaissent un peu qu'est-ce que l'AVC, puis qui soient capables d'agir comme une liaison. Ils se sont questionnés à l'effet de former des bénévoles pour agir comme personnes ressources, mais à ce niveau-là, je n'ai pas plus d'informations pour savoir si ça a déjà été testé ou pas et si c'est une bonne vision ou pas encore. Probablement qu'on en aura plus d'informations dans les prochaines années. On peut continuer. Donc, le rôle clé de cette personne-là, on revient encore aux 4 types de soutien selon Cohen. Donc, à chaque séance, on veut offrir un soutien émotionnel. Juste demander comment vous allez comme proche. C'est déjà un grand pas qui pourrait être franchi, qui ne l'est pas suffisamment de façon systématique encore actuellement, malheureusement. Le soutien informatif, et là, ici, c'est ici que je vais vous rappeler qu'il y a le site Info AVC qui existe, qui est une bonne source d'informations fiables en réadaptation de l'AVC. Donc, offrir de l'assistance aussi tangible, orientation, qui aller voir pour demander quoi, remplir les formulaires, comme on le disait tantôt, quoi faire au niveau des assurances, si on avait un voyage de planifié à l'extérieur du pays, quelles sont les différentes démarches qu'il y a à faire dans ce sens-là. Et la 4e étape, qui est le appraisal en anglais, qui est plus de recevoir une rétroaction, et bien, c'est d'offrir un commentaire qui se veut constructif idéalement, sur comment la personne semble aller à travers tout ça. Alors, le programme qui a été développé, c'est justement donc d'offrir le soutien aux familles au moment où elles en ont besoin. Donc, c'est l'important, c'est le moment. Aussi, déjà d'offrir le soutien, ce sera une bonne chose, mais si on peut en plus tenir compte du moment, on est dans un monde idéal. Alors, c'est le programme qui a été développé. On peut continuer. Et donc, le message à retenir, c'est que le soutien, il prend plusieurs formes. Donc, quand on pense au soutien, il faut peut-être avoir 4 boîtes déjà qui apparaissent dans notre tête, comme on disait, le soutien en tant que tel, l'information, le soutien tangible des questionnaires et ne pas oublier l'aspect de la rétroaction, donc l'appraisal. Donc, pensez à la théorie de Cohen quand on pense au soutien. Les besoins ont évolué dans le temps au niveau du processus de la trajectoire de soins et services, qu'il y a plusieurs sources et façons de soutenir, que le programme, c'est un des modèles, il y a plusieurs modèles, mais c'est un des modèles qui permet de tenir compte de l'évolution des besoins, donc le cadre Timing It Right, que ça pourrait aussi s'appliquer à des groupes qui sont touchés par d'autres pathologies que l'AVC. Ça a été développé pour l'AVC, mais ça pourrait s'appliquer aussi à d'autres
pathologie. Et tout ça doit se faire au bon moment. Voilà. Ce que vous avez ici, c'est une diapositive pour mettre en relief toutes les ressources qui ont été développées puis qui existent pour informer et offrir certaines formes de soutien. C'est sûr que ça n'offre pas tous les soutiens, ça n'offre pas nécessairement le soutien du appraisal, comme on disait, ou de comment ça va. C'est pas avec ce genre mais on peut au moins avoir parfois le soutien tangible, puis parfois l'information dont on a besoin au moment où on en a besoin à travers ces différentes sources. Ici, vous avez les remerciements de Dr. Cameron qui avait présenté hier. Mais moi, j'en profite pour remercier à nouveau à la Fondation de m'avoir permis d'échanger avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc, merci beaucoup, Annie Rochette. Donc, je vais inviter Francine à joindre à nous, puis on va passer aux questions. Donc, je vais peut-être commencer pendant que Catherine trouve les questions sur le clavardage, de voir aussi dans la salle si on a des questions pour soit Francine ou Mme Rochette. Besoin d'éclaircir certaines notions, bien c'était bien clair. Ça allait. Est-ce que j'ai bien compris que Timing It Right, c'est pas disponible en français? C'est quelque chose qu'il faut qu'on va vérifier. On vérifie, oui, oui. Absolument. OK, donc. Mais en même temps, si je peux me permettre, en même temps, le cadre, si on comprend les différents types de soutien, l'intervention en tant que telle, c'est plus l'identification d'une personne ressource à partir du moment où survient l'AVC, donc au moment des soins aigus, et que ce soit cette personne-là qui assure un suivi tout au long jusqu'au retour à domicile. La logique derrière ça est plus ça. Donc, l'ensemble des ressources en information sont souvent disponibles aussi. Il y en a beaucoup en français, donc ce n'est pas un enjeu en tant que tel. Est-ce que la vie après un AVC ressemble beaucoup à cette livre? Notre livre, la vie après un AVC, est-ce que ça ressemble? La vie après un AVC, c'est un programme qui regroupe des survivants de l'AVC avec leur aidant, qui est un cours sur 8 semaines sur différents thèmes. Puis ça permet aux survivants de l'AVC de se regrouper et puis de discuter des défis qu'ils ont à relever, tandis que Time in Right, puis vous pouvez peut-être me corriger, Dr. Rochette, c'est plutôt au niveau de l'aidant naturel et les différentes étapes, mais peut-être que le programme La vie après un AVC pourrait peut-être s'intégrer là-dedans, mais je vais vous laisser poursuivre. Je pense que oui, il y a probablement une forme de compatibilité, mais effectivement, le cadre Timing It Right a été développé spécifiquement pour les proches et les familles, vise les proches et les familles pour mieux les soutenir, puis vraiment tenir compte du moment. Mais à un moment donné aussi, c'est à la personne, on lui demande ses besoins à ce moment-là. Si on veut être vraiment centré sur la famille, on va vérifier avec eux où ils en sont dans leur cheminement, puis on pourra leur donner les ressources qui sont appropriées. Parce que le gros de l'enjeu, c'est d'avoir une personne ressource qui est identifiée, qui assure un suivi. Parce que les gens sont perdus, puis ils ne savent pas à qui demander, puis ils cherchent. Et c'est ça, ça a ressorti beaucoup des travaux que j'ai faits aussi. En anglais, on parle du seeking. Donc, ils se sentent toujours obligés d'aller chercher l'information et on ne sait pas trop où et à qui. Alors, on perd une énergie folle juste à essayer de savoir à qui je pose ma question. Alors, s'il y a quelqu'un qui arrive d'emblée, qui est identifié, puis qui dit, si vous avez des questions, je suis là, et qu'on sait qu'on peut s'adresser à cette personne-là, qui agit comme liaison, qui nous réfère après, on a déjà réglé une grande partie de la problématique en termes d'énergie, en tout cas, pour avoir du soutien. Oui, puis la vie après un AVC, c'est après la réadaptation. Donc, c'est à un moment précis là, des différentes étapes. Oui, alors Kevin? Je ne suis pas praticien dans le réseau de la santé, je m'en excuse. Je comprends l'effet bénéfique des aidants naturels, mais quand on parle de réadaptation, est-ce que vous pouvez définir un peu plus c'est quoi, ou clarifier c'est quoi, qu'est-ce qui est dispensé dans le réseau de la santé en termes de réadaptation? OK. La question, c'est qu'est-ce qui est dispensé dans le réseau de la santé au niveau de la réadaptation? Dr. Rochette, vous voulez y aller ou j'y vais vous compléter? Vous pouvez y aller. Alors, aussitôt qu'un
qu'un patient a un AVC, il doit être référé le plus rapidement possible en réadaptation selon ses besoins. Alors, si la personne est paralysée d'un côté, bon, on va établir ses besoins pour justement rétablir le membre ou les membres, si c'est le bras qui va réaliser, la jambe, donc le rétablissement va être fait selon les besoins de la personne. Si la personne a un besoin, elle est aphasique, à ce moment-là, l'orthophoniste ou d'autres professionnels de la santé vont évaluer cette personne-là. Alors, c'est une réadaptation qui est faite dans l'hôpital le plus rapidement possible, 24 et 48 heures, tout dépendant de l'AVC. Et le plus vite que c'est fait, bien, plus vite sont les résultats pour le patient de se rétablir de son AVC. Par la suite, une fois qu'il peut accéder à de la réadaptation, ça peut se faire en clinique externe. Le patient peut retourner à la maison, peut avoir besoin, c'est préférable de continuer la réadaptation, même de retour dans la communauté, parce que si la réadaptation est arrêtée, bien, on peut reculer en arrière et donc c'est mieux jusqu'à ce que ça soit établi qu'il n'y a plus rien à faire, même si la réadaptation, on en fait plus. Alors, Dr. Rochette, avez-vous quelque chose à compléter? Mais je pense que c'est assez complet, là, mais typiquement, si on veut illustrer la personne lorsqu'elle est en réadaptation à l'interne, elle va idéalement à tous les jours, donc 5 jours semaine, avoir 1 heure d'ergothérapie, 1 heure de physiothérapie. Et il y aura probablement les infirmières qui vont aider à la marche ou à faire un entraînement à la marche. Il pourrait y avoir aussi 1 heure d'orthophonie. Ça fait des journées qui sont assez pleines pour des gens qui fatiguent assez rapidement. Puis le but, c'est d'essayer de favoriser le plus possible la récupération par différents types d'approches, différentes interventions. Alors, je vais juste aller en ligne, puis je vous reviens dans la salle. On a 3 questions, donc on a le temps, donc il n'y a pas de problème. Alors, c'est plus, ça va être plus une question pour Francine, la première. Alors, on se demandait quel est le pourcentage de gens qui retournent à la maison sans séquelles? Tout à l'heure, on disait 60% des gens retournent à la maison. Je ne pourrais pas vous dire s'ils retournent c'est difficile de dire s'ils retournent sans séquelles. Je n'ai pas le pourcentage en tête de ceux qui retournent sans séquelles. Que je revienne là-dessus. Il faut aussi définir qu'est-ce qu'une séquelle, parce qu'il y a tous les problèmes invisibles, si je peux me permettre. Là. Il y a la fatigue, puis il y a la dépression qui arrive un peu plus tard, puis ensuite, il y a le retour au travail. Moi, pour avoir fait des études avec des AVC qu'on qualifie de légers, donc on avait plus de la moitié qui passaient que par l'urgence. Donc, plusieurs d'entre eux étaient considérés sans séquelles, mais quand on prenait le temps de les évaluer puis de parler avec eux, ils vont précipiter la retraite ou ils vont retourner à travailler à temps partiel. Et là, est-ce qu'on peut considérer que le retour au travail à temps partiel est une séquelle ou pas? Là, il faut définir, mais tout ça est lié au fait de... Ça peut être un choix de vie, mais ça peut être aussi une fatigue ou une difficulté de composer avec les suites de l'AVC. Parce que je pense que le pourcentage sans séquelles du tout est très faible. Donc, merci. On va poursuivre avec une autre question en ligne. Alors, connaissons-nous la raison pourquoi c'est seulement 16% des survivants qui vont en réadaptation? Pourquoi? C'est que, bon, les services, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils soient améliorés dans le système de santé. Ça s'est amélioré au cours des années, mais on voit que ça devrait être encore amélioré. Bon, est-ce que c'est un problème de personnel pour avoir la réadaptation? Il peut y avoir différentes causes, mais le système de santé devrait être réorganisé pour justement que tous les patients qui ont besoin de réadaptation devraient s'y trouver. Docteur Rochette? Ben oui, c'est exactement, on est un peu victime de notre système. On est bon pour établir des routes, des algorithmes pour décider qui a besoin de quoi et définir, mais éventuellement, ça nous retombe un peu dessus quand on s'aperçoit que la situation n'est pas exactement comme on l'avait vu. Ça fait pas si longtemps qu'on sait que l'AVC modéré ou que même si la personne retourne à domicile, elle peut faire ses activités de base, se laver, aller à la salle de bain, manger. C'est les activités quotidiennes de base. Ça fait pas si longtemps qu'on s'intéresse à un peu plus que ce qui est de base, donc au travail, aux relations sociales, à la conduite d'auto, à participer dans la communauté. Et ça, d'élargir un peu notre vision de qu'est-ce qui est la vie et de qu'est-ce qui est une qualité de vie, ça fait en sorte qu'on voudrait peut-être aller au-delà de juste survivre à l'AVC, mais avoir une vie aussi après l'AVC.
Ça implique de revoir la façon dont on offre la réadaptation. Parce qu'il y a un effet pervers parfois aussi, c'est que les professionnels vont s'apercevoir qu'une certaine personne aurait besoin de réadaptation, mais pas admissible à l'interne. Et là, on va tout faire pour qu'elle soit admise à l'interne, mais ce qu'elle aurait besoin, c'est de passer directement des soins aigus à la réadaptation externe. Puis notre système n'est pas encore partout organisé pour permettre le passage des soins aigus à la réadaptation externe dans tous les cas, et en fonction de l'âge aussi, comme on parlait au début. Pour certaines tranches d'âge, c'est plus facile d'avoir accès que d'autres, mais c'est ça. Et aussi le milieu rural-urbain aussi qui fait une différence. Merci. J'avais une question. C'était ça exactement. C'était ça. C'était dans l'admissibilité à la réadaptation, il ne faut pas se laisser dans 15%, Parfait. J'espère. Tu as une question? Pour continuer cette question, vous avez un objectif ou un objectif de 30% de passer à 16 à 30%. Et ça, c'est combien d'années? Finalement, le 30%, c'est ce qui est recommandé dans les pratiques optimales de l'AVC, que 30% des patients qui ont un AVC qui accèdent à la réadaptation, mais ça, c'est dans les meilleures pratiques, c'est ce qui est suggéré au système de santé. Donc, c'est de continuer d'augmenter ce pourcentage-là, de 16% monter, mais c'est pas comme, c'est un objectif d'y arriver, c'est ce qu'on suggère, mais à ce moment-là, c'est au système de santé de s'adapter, de se réorganiser pour y accéder finalement. Dr. Rochette? Ça va, moi, je n'ai rien à rajouter. Il y en a une stratégie québécoise et une stratégie canadienne, mais on a une stratégie québécoise aussi qui va exactement dans ce sens-là. Fait qu'il y a des efforts qui sont mis de l'avant, puis c'est quand même positif, là. Oui, exactement. Donc, j'ai encore 2 questions en ligne, donc on va avoir le temps de répondre. Alors, la télé-réadaptation est-elle partout au Québec ou seulement au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke? Alors, la télé-réadaptation, c'est un projet de recherche, oui, qui est à l'Université de Sherbrooke avec Dr. Hélène Corriveau. Pour l'instant, c'est un projet de recherche. Je ne pourrais pas vous dire si c'est utilisé à l'extérieur, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que, surtout quand on vit en milieu rural ou même à ça, on fait un AVC en plein mois de janvier où il y a une tempête de neige et puis on a remarqué que quand le patient pouvait faire les exercices à la maison et puis que le thérapeute est à l'extérieur mais peut le faire en même temps à la télévision, c'est que le patient le faisait beaucoup plus que de se déplacer pour faire la réadaptation. Et ce qui est drôle, c'est que le conjoint et la conjointe fait les exercices en même temps et quelquefois trouve ça encore plus amusant et intéressant de le faire. C'est un projet de recherche, mais que je crois qui devrait s'étendre autant que la télémédecine, mais je ne pourrais pas vous dire à quel endroit c'est utilisé. Je connais ce projet de recherche-là en tant que tel. Docteur Rochette, en savez-vous un petit peu plus sur la téléréadaptation? Je ne pourrais pas vous donner plus d'informations. Je sais que les cliniciens sont de plus en plus jeunes, donc de plus en plus branchés. Ça pourrait aider. On a des défis, je vous dirais, au niveau de notre système de santé qui est aussi un peu paranoïaque et ne donne pas souvent ou toujours accès aux plateformes qu'on peut utiliser. Monsieur, madame, tout le monde, on peut utiliser différentes plateformes technologiques, mais quand on embarque dans le système de santé, on n'a pas nécessairement accès à tout ça pour des questions de sécurité. C'est correct aussi, mais ça fait des petites barrières à surmonter aussi pour l'implantation de ce genre d'approche. Merci. Merci. Alors, j'ai une autre question qui va être plus pour vous, là, professeur Rochette. Alors, la personne ressource serait probablement ce que nous appelons l'intervenant pivot, souvent présent dans les C3S. Est-ce que vous croyez que l'organisation des CIUS pourrait faciliter l'attribution de ce dernier en soins aigus? Dans le programme, combien de temps était présent la personne ressource en moyenne? Dans le programme, je ne pourrais pas vous dire combien de temps est par rapport à la recherche, là. Ça, je n'ai pas cette information-là, combien de temps la personne était présente. Probablement qu'un des bons coups de nos CIUS, c'est de tout centraliser. Alors, peut-être que ça pourrait même faciliter le fait qu'il y ait une personne pivot, étant donné que tout est maintenant tellement centralisé. C'est une bonne question. C'est un programme parmi d'autres. C'est une approche qui est utilisée avec d'autres clientèles. On la voit beaucoup en gériatrie aussi, d'avoir une personne ressource. C'est une bonne question. Je sais que dans les CIS et les CIUS, présentement, il y a un répondant AVC qui a été identifié dans tous les CIS et CIUS. Et
cette personne-là peut être une personne aussi à diriger vers la personne appropriée à qui on a besoin d'interagir. Donc, j'avais terminé avec une question à la table. Oui, donc, c'est par rapport à l'AVC pour les nourrissons, les bébés. Donc, selon les tranches d'âge que tu as données, il y en avait pour les enfants. Donc, je voulais vérifier avec toi, est-ce que c'est à la naissance? Quand c'est à la naissance que c'est décidé, est-ce que les parents, il y a un signe, comme pour les adultes, on a le signe vide, est-ce qu'il y a une manière de décider que cet enfant est en train de faire les signes de l'AVC? C'est ça, comme on disait, c'est l'AVC néonatal. Donc, néonatal, c'est vraiment à la naissance. Et comme je le mentionnais, c'est pas détecté à la naissance. Il y a encore beaucoup de recherche et, je dirais, d'intervention, de trouver de la part des professionnels de la santé comment justement détecter l'AVC, parce que c'est souvent quand l'enfant vieillit que là, on remarque qu'il y a des problèmes et puis qu'on fait le lien. C'est assez nouveau, ce domaine-là, et puis il y a plus de recherches qui sont détectées, donc non, il n'y a pas les signes nécessairement pour les enfants. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Dr. Rochette. Ben, non, je pense que vous faites quand même bien le tour. Là. Il y a eu une confusion longtemps avec la paralysie cérébrale, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient diagnostiqués de paralysie cérébrale, qui en fait, si on avait eu les tests diagnostiques, on aurait peut-être vu que c'était plus un AVC qu'une paralysie cérébrale. C'est vraiment ça aussi qui explique qu'il y a une augmentation de l'incidence. Est-ce qu'on avait, c'était bien dans la salle, bien en ligne aussi. Donc, merci infiniment à Francine et à Mme Rochette. Merci. Vraiment, c'était très, très apprécié, très complet. Donc, comme je le mentionnais au début, je vais vous faire parvenir là, le questionnaire d'évaluation. Ça prend quelques minutes à compléter. Puis, il y aura aussi l'enregistrement. C'est un petit détail technique à régler de notre côté et on sera en mesure, possiblement, de vous acheminer le lien pour le visionnement sur YouTube. Donc, voilà, et au plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, Dr. Rochette.